C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Karim Wade qui renonce à sa nationalité française. L'ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a fait ce choix pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle au Sénégal le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel doit statuer sur les recours. Il a 72 heures pour publier la liste définitive des candidats. Nous serons à Dakar dans ce journal. Remaniement ministériel au Gabon, le Premier ministre Raymond Ndong reste en poste. Alexandre Barrot-Chambrier est nommé vice-premier ministre. Il s'agit du premier remaniement depuis le coup d'État du 30 août dernier. Et puis les résultats du jour de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du Monde, ont réussi leur entrée dans la compétition en battant la Tanzanie 3-0. On vous parlera également d'une polémique en Côte d'Ivoire, pays hôte, autour des stades presque vides. Nous serons à Abidjan à la fin de ce journal. Et on commence donc par le Sénégal. La Cour constitutionnelle a 72 heures pour publier la liste définitive des candidats à la présidentielle. Il étudie les multiples recours introduits par les candidats, dont celui concernant Karim Wade, pointé du doigt parce qu'il avait la double nationalité, française et sénégalaise. L'ex-ministre et fils de l'ancien président a décidé de mettre fin à la polémique en renonçant à la citoyenneté française. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. C'est dans le journal officiel de la République française que l'information est publiée ce mercredi. Karim Wade est libéré de son allégeance à la France et le décret date du 16 janvier. Un peu avant, Karim Wade avait tweeté en expliquant que son mandataire avait apporté au Conseil constitutionnel la preuve de cette renonciation à sa nationalité française et il ajoutait « Le débat sur ma nationalité française est désormais réglé ». Cette polémique, elle a enflé cette semaine après qu'un candidat a contesté la candidature de Karim Wade auprès du Conseil constitutionnel au motif qu'il ne serait pas exclusivement sénégalais comme le prévoit la Constitution pour un candidat. La coalition Karim 2024, interrogée sur la question, se garde de tout commentaire, explique simplement attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Le débat autour de cette prétendue double nationalité de Karim Wade, il dure depuis des années ici au Sénégal. En 2019, Karim Wade avait annoncé par l'intermédiaire de ses proches avoir lancé la démarche, mais aucune preuve n'avait été publiée. C'est donc désormais chose faite. Une question demeure. Quand va-t-il rentrer au Sénégal? Karim Wade n'a pas mis les pieds dans son pays depuis 7 ans, mais son parti l'assure, il sera bien rentré avant le scrutin. Cette arrestation qui pose question au Burkina Faso, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Sonda, a été interpellé. Selon des témoins, il a été arrêté à son domicile le dimanche par des hommes armés. D'autres militaires ont été arrêtés. Une tentative de coup d'État a-t-elle été déjouée? Décryptage avec Serge Daniel, notre correspondant régional. Dans l'armée, il porte le grade de lieutenant-colonel. Il s'appelle Evra Somda et c'est le visage le plus connu des militaires burkinabés arrêtés. Selon plusieurs sources, ce sont des hommes lourdement armés qui se sont présentés à son domicile dans la capitale du Burkina Faso pour le conduire à un lieu inconnu. C'est un ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il a été, on se souvient, débarqué en octobre dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte, qui ne lui faisait pas confiance. Il faut dire qu'au moins 6 autres militaires ont été également arrêtés. Alors, question, s'agit-il réellement d'une nouvelle tentative de coup d'État au Burkina Faso, comme le disent les soutiens du régime de transition? On ne le sait pas exactement, surtout que le gouvernement n'a pas communiqué sur ce sujet qualifié de sensible par plusieurs interlocuteurs. En attendant, ce sont les parents des militaires arrêtés qui se disent plutôt inquiets. L'un d'eux, proche par exemple d'un capitaine dont on n'a plus de nouvelles depuis une semaine, affirme, c'est une citation, « Nous ne savons même pas où il est détenu, il n'est pas parti avec ses médicaments qu'il prend régulièrement ». Inquiétude également dans une autre famille de Ouagadougou qui craint un règlement de compte au sein de l'armée. On veut savoir la vérité. Si c'est une véritable tentative de coup d'État, il faut sortir les preuves, affirme un autre interlocuteur.
Le Gabon a procédé à un remaniement ministériel. Le Premier ministre Raymond Ndong reste en poste. Un vice-premier ministre est nommé. Il s'agit d'Alexandre Barrot Chambrier. La liste des nouveaux ministres a été égrenée par le secrétaire général de la présidence. Écoutez. Par décret du président de la transition, président de la République, chef de l'État, et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est réaménagé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndong Sima. Vice-premier ministre, ministre de la planification et de la prospective, M. Alexandre Barrot Chambrier. Et puis toujours concernant le Gabon, sachez que la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours des 3 enfants de l'ancien président Omar Bongo Ondimba dans l'affaire des biens mal acquis. On en vient à ces nouvelles tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa a confirmé la capture par l'armée rwandaise de 2 soldats congolais, de la mort d'un 3e. Selon Kigali, ces soldats avaient franchi la frontière au nord du pays, dans la région adjacente au Nord Kivu, un territoire actuellement en guerre. Les précisions à Kigali de Clément Direma. Selon les forces armées rwandaises ou RDF, 3 soldats congolais auraient traversé la frontière qui sépare les 2 pays dans la nuit de lundi à mardi, à quelques kilomètres au nord de Goma et Rubavu, les 2 villes frontalières. Le communiqué précise que 2 soldats, un sergent et un caporal de l'armée régulière congolaise, ont été arrêtés par une patrouille. Le 3e aurait été tué après avoir ouvert le feu. Depuis l'offensive du M23 au Nord Kivu, il y a bientôt 2 ans, un groupe armé que le Rwanda est accusé de soutenir par les Nations Unies, eh bien, la tension n'est pas retombée entre Kinshasa et Kigali. Fin décembre, le président congolais Félix Tshisekedi avait affirmé, je cite, qu'il réunirait le Parlement pour demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda si ses ennemis continuaient à agir de manière irresponsable. Fin de citation. Depuis Kigali, le président Paul Kagame a affirmé ce dimanche qu'il ne tolérerait aucune tentative visant à troubler la paix de son pays. Son gouvernement a toujours démenti un présumé soutien au M23. Le M23 qui continue de mener une guerre acharnée dans l'est de la République démocratique du Congo, où les troupes de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, se déploient justement pour prendre le relais de la force régionale est-africaine, jugée inefficace par Kinshasa. Cette nouvelle force déployée serait en mission offensive. C'est du moins ce qu'affirme un général congolais au micro de nos correspondants. Aurélie Bazaraki-Bangoula avec Justin Kabumba. La force de la SADC est déployée à Goma, dans l'est du pays. Cette affirmation vient du général de l'armée congolaise chargé des opérations dans le Nord Kivu, qui s'est exprimé ce mardi lors d'une conférence de presse aux côtés du commandant sud-africain de la force de la SADC. C'est une première. Alors la SADC avait déjà confirmé le début du déploiement de la mission qui sera composée de soldats sud-africains, mais aussi tanzaniens et malawites. Mais cette fois, le général de l'armée congolaise précise son mandat. C'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive. On ne peut pas communiquer les effectifs et la force d'une unité que nous engageons. Ce sont des gens bien équipés, bien entraînés. Je venais juste de visiter certaines de leurs unités. En tout cas, ce sont des unités capables de renverser la situation sur le terrain. Selon un document interne de la SADC datant du 14 décembre que nous avons consulté, cette mission, qui a un mandat initial de 12 mois, vient en appui aux forces armées congolaises pour, je cite, neutraliser les groupes armés. Mais le mot offensif n'est pas clairement indiqué. Alors plusieurs spécialistes affirment rester prudents et disent qu'il faut attendre de voir comment cette force sera opérationnelle sur le terrain. Cette prise de parole de l'armée congolaise intervient alors que des affrontements violents ont repris aux alentours de Goma, opposant les militaires congolais en coalition avec des milices locales aux rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Ces heurts aux Comores, manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés ce mercredi dans la capitale. Des tensions au lendemain de l'annonce de la réélection dès le premier tour du président sortant Azali Assoumani. L'opposition, de son côté, dénonce des fraudes. Rebecca Martin. La police patrouille les rues de Moroni, la capitale des Comores, qui porte les stigmates des heurts qui se sont multipliés ce mercredi, après l'annonce de la réélection du président sortant Azali Assoumani.
J'ai peur avec tout ce qui se passe, surtout avec les gaz lacrymogènes et la présence des policiers. Je ne suis pas habituée à tout ça, ça fait peur. On a vraiment peur, vraiment peur. La commission électorale a proclamé la victoire du chef de l'État sortant dès le premier tour avec officiellement 33 209 voix, soit 63% des suffrages exprimés. Seules 55 000 personnes auraient déposé leur bulletin dans l'urne sur 340 000 électeurs potentiels. Des chiffres que réfutent en bloc les candidats de l'opposition qui dénoncent une fraude grossière, de nombreuses irrégularités pendant le vote et qui réclament l'annulation du scrutin. À partir de 13 h, le processus est arrêté par l'armée comorienne. Ce que nous venons dire à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection ce 14 janvier 2024, et cela avec un grand regret. On pensait qu'au moment où il est à la tête de l'Union africaine, il allait peut-être respecter les règles démocratiques. Loin de là, il fait la même chose qu'en 2019. Le colonel Azali, aujourd'hui âgé de 65 ans, a pris le pouvoir en 1999 à la faveur d'un coup d'État. Il est réélu président de l'archipel de l'océan Indien en 2002, puis en 2016 et en 2019 après s'être mis en retrait pendant 10 ans. Président de l'Union africaine jusqu'en février prochain, il s'est dit agréablement surpris par sa victoire et appelle ses adversaires à être fair-play. Écoutez, c'est les Comoriens qui ont fait le choix. Maintenant, le plus dur reste à faire. C'est montrer aux gens qui me font confiance qu'ils avaient raison de me faire confiance. Les résultats doivent encore être validés par la Cour suprême. La confirmation de ce troisième mandat consécutif devrait maintenir le président Assoumani au pouvoir jusqu'en 2029. On part à présent à Maurice. Le passage de la tempête Belal a fait 2 morts et laissé un lourd bilan matériel sur l'île. Depuis hier, l'heure est au grand nettoyage. La tempête a laissé derrière elle des tonnes de déchets. De nombreux véhicules ont été endommagés. Reportage à Port-Louis d'Abdollah Erali. Le front de mer de Port-Louis, transformé en dépotoir après le passage de la tempête Belal. Ce restaurateur, installé ici depuis 25 ans, n'a jamais vu une telle submersion de cette promenade maritime. Mais ce n'est pas ce qui l'interpelle le plus. Et ce qu'on a vu ici ces derniers jours, c'est du jamais vu. La mer nous a renvoyé en pleine figure ce qu'on a l'habitude de jeter dans la mer. Et ça, c'est grave. Hein. On voit ça d'une manière très, très puissante, quoi. La mer a vomi des tonnes de déchets jusqu'à ses galeries. Des dizaines de magasins et de restaurants ont été affectés. La remise en état a démarré à l'aide de pelleteuses. Le grand nettoyage a débuté ce matin, une très grosse mobilisation pour reprendre les opérations le plus rapidement possible. Les dégâts sont énormes. Oui, à première vue, il y a pas mal de dégâts matériels, heureusement pas humains, mais matériels. Est-ce que c'est la première fois que vous avez des dégâts de cette ampleur ici? Oui, c'est la première fois. Le passage de Belal a déclenché l'alerte maximale de niveau 4 à Maurice. Cette forte tempête tropicale restera dans les annales comme celle du déluge. Les routes de la capitale se sont transformées en rivières, charriant tout sur le passage. Ces images ont ravivé le traumatisme des inondations de mars 2013. Là, c'est pire que celui de 2013. Pourquoi c'est pire? Ouais, le niveau de l'eau est monté beaucoup plus haut que la dernière fois. Les inondations de mars 2013 avaient fait 11 morts dans la capitale. Même si le bilan humain est moins lourd cette fois-ci, avec 2 décès signalés, Belal a provoqué un choc national. Les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous le disais, le Maroc a réussi son entrée dans la compétition. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde ont battu la Tanzanie 3-0. Les Lions de l'Atlas étaient très largement favoris pour ce match, mais aussi pour le reste de la compétition. Et puis cette polémique en Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN. Sur les réseaux sociaux, les spectateurs relaient des images de stades vides alors que certaines rencontres sont annoncées à guichet fermé. Les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim.
Vous le voyez, ils sont nombreux à être venus pour tenter d'obtenir le précieux sésame, un billet pour voir la Côte d'Ivoire affronter le Nigeria ce jeudi. Nous nous trouvons devant un des nouveaux 51 points de vente physiques qui a été mis en place par la CAF pour tenter de répondre au problème de la billetterie. En effet, une polémique enfle depuis le début de la compétition en Côte d'Ivoire. Certains matchs qui étaient annoncés comme complets se sont joués devant des tribunes à moitié vides. C'était notamment le cas du match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau où seuls 38 000 spectateurs étaient présents pour un stade qui a une capacité de 60 000 personnes. Vu que ça continue ainsi, je ne pense pas que la CAN aura la saveur particulière qu'on attend. Quand on se connecte au serveur, ça bug. Quand on va à vos points de vente, on nous dit qu'il n'y a pas d'ouverture. Depuis 3 heures, comme elle a dit, depuis 3 heures, j'ai passé, je n'ai pas eu de ticket d'abord. Je suis allé dans 3 endroits, ils m'ont dit c'est fini. Alors plusieurs explications ont été données, d'abord par le COCAN qui a expliqué que seulement 50 000 places étaient en effet en vente dans le stade des Bimpé, les autres étant réservées pour la sécurité ou parce qu'elles sont des places à visibilité réduite. Le COCAN a également pointé du doigt le fait que les partenaires avaient pu parfois réserver des places sans par la suite les retirer. Autre explication, le problème des revendeurs professionnels qui achètent de nombreuses places pour ensuite les revendre à des prix exorbitants qui ne trouvent pas toujours preneurs. Et puis enfin la problématique de la billetterie en ligne qui n'était pas tout à fait fonctionnelle au début de la compétition. La CAF a publié un communiqué sur le sujet expliquant que la situation était depuis résolue. En ce qui concerne les autorités ivoiriennes, eh bien, le Premier ministre lui-même a dit qu'il prenait le sujet en main et que des résultats seraient visibles d'ici ce jeudi. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia, Marc Loufi ou Sibrahim.